Les littératures francophones d'Afrique noire à la conquête de l'édition française. Pour de nombreux férus de l'écriture, quand tu veux être célèbre, il faut que Paris te façonne. Comme quoi, Monsieur Allah n'est pas obligé d'être juste en toutes choses ici-bas. Dans la littérature francophone, c'est le système qui s'est installé. Nous pouvons avoir une vie littéraire qui peut s'affranchir de Paris. On peut exister là et pourquoi pas, Paris peut-être peut venir nous chercher là-bas. Et pourtant l'écrivain africain aujourd'hui est un écrivain qui se justifie comme hier. Un écrivain qui écrit pour un public occidental auquel il destine sa prose que sur place ne lit et ne commente qu'une certaine élite urbaine. C'est très difficile pour un auteur francophone aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne d'entrer dans ce monde de la littérature française. Pourquoi la modernité, le roman psychologique, l'amour dans un contexte de croissance économique, de décadence, de fait ethnique, d'alphabétisation à grande échelle et de conjuration des malédictions millénaires dans cette face conquérante de l'Afrique ne trouve-t-il pas preneur? L'édition française a beaucoup à gagner en regardant un peu plus du côté des écrivains africains. Le prix découverte RFI, conçu depuis 1981 et dont l'objectif est de mettre en avant les talents émergents de la scène musicale caribéenne, africaine et de l'océan Indien, ne finit pas d'en faire des heureux. Pour cette année 2016, Soul Banks, artiste guinéen âgé de 24 ans, est donc l'heureux lauréat, succédant ainsi l'artiste du Cap-Vert, Elida Elmeda, de l'édition 2015. Arrivé en tête des 10 finalistes présentés, les internautes et le jury ont été séduits par l'artiste au détriment du haïtien Atis Constant et du guinéen Kandia Kora, qui sont arrivés respectivement en 2e et 3e position du vote du jury, présidé par le rappeur français Kerry James. Très imprégné des rythmes traditionnels de son pays, Soul Banks, auteur, compositeur, interprète, découvre son amour pour la musique à l'âge de 11 ans dans un groupe de rap. Une expérience collective qui lui permettra plus tard de se frayer son chemin avec un premier album intitulé Dimeni. Chantant aussi bien en Soussou, Malinké et Poulard, c'est plutôt dans le R&B qu'il puise son inspiration. Auréolé de plusieurs prix tout en ayant assis sa notoriété en tant que boss du R&B guinéen, le jeune homme participera au projet de chanson américaine Break the Silence pour demander le retour d'une centaine de jeunes filles enlevées par Boko Haram au Nigeria. Soul Banks pour le prix découverte RFI 2016 devient aussi aux côtés de nombreux autres lauréats d'Afrique qui ont reçu cette distinction, une fierté pour le continent. L'élégance, la passion, la créativité ainsi que l'ambition étaient les maîtres mots de ce défilé de mode. Les organisateurs ont voulu qu'il soit d'abord un véritable show pour les spectateurs afin qu'ils en gardent un très bon souvenir, mais aussi un véritable tremplin pour les créateurs et surtout pour les candidats à l'élection Miss et Mister RDC International 2017 qui aura lieu au mois de décembre prochain à Paris. Vraiment, je suis très content et très heureux d'avoir participé. Je remercie l'association d'avoir fait appel à nous. Les candidats progressent et me donnent encore plus confiance en me disant qu'en tout cas les 10, ça va être vraiment chaud. Quoi de mieux pour montrer le savoir-faire des créateurs africains sur la place de Paris? Les mannequins n'ont pas hésité de témoigner leur satisfaction à cette initiative qui vise à mettre sous les projecteurs les collections des stylistes et couturiers africains de France. Au début, c'est très stressant, je vous le cache pas, mais après, sourire, on regarde droit devant nous et voilà, on oublie, on s'éclate carrément, c'est bien. C'était vraiment un très bon entraînement et franchement, du coup, ça m'a vraiment motivée avec tout ce que j'ai vu. Et oui, effectivement, je suis prête. Ce sont des tenues super bien, c'était bien dans nos corps et tout, on a défilé avec la joie et l'amour. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que j'assiste à ce type d'événement. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais. Le déroulement, comment ça s'est passé et tout, c'était vraiment très intéressant. Ce que j'ai apprécié, c'est juste qu'il y a une nouvelle vague des jeunes et jeunes garçons, jeunes filles qui vient avec leur potentiel, leur savoir-faire, surtout l'intelligence, la taille et tout, ça compte dans la mode. Plusieurs créateurs de mode d'origine africaine ont travaillé ensemble pour organiser ces défilés de mode dont l'objectif est la dynamisation de la ville lumière et de montrer surtout au public que tout ce qui fait la France vient aussi de l'Afrique.
Véritable plaisir pour Culture 7 le Mag et toute son équipe pour vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme culturel Culture 7 le Mag, le magazine. Alors, en 2004, l'Association Culture et Développement a réalisé pour l'Organisation internationale de la francophonie, donc OIF, une étude considérable sur les industries culturelles des pays du Sud. Le constat qu'elle dresse concernant la situation en Afrique est globalement alarmant. Si une capacité de production existe bel et bien, l'absence de stratégie économique et de politique publique favorable empêche les pays de saisir les opportunités de développement dans un marché mondial en pleine expansion. Chers téléspectateurs, pour ce programme, pour ce numéro, la problématique du jour est l'importance des industries culturelles en Afrique. Et justement, pour nous entretenir là-dessus, nous avons un invité très spécial. Il est ingénieur en industrie culturelle et créative. Lui, c'est monsieur Jean-Pierre Moudjalou. Bonsoir. Bonsoir GS. Bonsoir, véritable plaisir de vous avoir sur le plateau de Culture 7 le Mag. Le plaisir est partagé. Voilà, alors je l'ai dit aux téléspectateurs, vous êtes ingénieur en industrie culturelle et créative. Pourquoi créative? Il faut dire d'abord pourquoi d'abord industrie culturelle, parce que les industries culturelles, c'est simplement la musique, oui, le cinéma et l'édition. Voilà. Alors qu'on ne peut pas parler de ces éléments-là si on ne parle pas de créatif par rapport à ceux qui ne rentrent pas dans ce même canevas de reproductibilité. Oui. Parce que l'industrie culturelle revient à ce qui est reproductible, comme l'industrie de l'automobile. Donc les œuvres sont reproduites en quantité donc identique, oui, alors que quand on parle, je parlais de spectacle, le spectacle vivant, lui, n'est pas le même à chaque fois. D'accord. Donc vous avez un spectacle qui va changer en fonction du lieu, en fonction de l'atmosphère, en fonction du contexte. Voilà. Alors, sinon, pour débuter cette émission, quand on entend par industrie culturelle, quels sont les fondements pour prétendre à son existence? Ben, je l'avais dit tantôt que les industries culturelles, c'est d'abord le cinéma. Le cinéma. C'est le cinéma, la musique et l'édition, donc le livre, le monde du livre. Et il faut dire qu'elle existe en Afrique, mais le chemin n'est pas respecté. Parce que, par exemple, au Gabon, nous avons un vrai problème en matière de... Si nous parlons du livre, oui, nous n'avons pas de distributeur agréé. Les maisons de presse existent peut-être, même les bibliothèques ne sont pas présentes. Donc on ne peut pas parler d'industrie à ce niveau. D'accord. Voilà. Il y a des manquements comme ça qui font qu'on dise que c'est là, oui, c'est là, mais ce n'est pas vraiment structuré. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que la diversité culturelle est une des clés de l'existence même d'une industrie culturelle? Mais il faut dire que d'abord, pourquoi on parle d'identité culturelle, c'était le fait que... Diversité culturelle. Diversité culturelle, ça partait du fait que les producteurs au niveau international imposaient des produits identiques. Oui. Donc vous allez voir par exemple en matière de musique, vous avez le lifestyle, le style américain qui était répandu un peu dans le monde. D'accord. On voulait presque imposer au peuple du monde entier. Donc il a fallu que les gens se disent non, c'est un mode de vie, c'est un patrimoine culturel purement américain. Et nous, venant des pays du tiers-monde, nous avons une autre façon de voir la vie, nous avons notre identité. Donc il est important qu'on parle d'industrie culturelle, peut-être cinématographique, mais en tenant compte de l'originalité de l'endroit dans lequel nous vivons. Voilà, quand on parle d'industrie, ça sonne fort, ça sonne gros. Alors, pourquoi les pays africains n'arrivent-ils pas à évoluer dans ce sens? Et déjà, vous parlez d'industrie, ça veut dire qu'il faut des usines, oui, il faut reproduire les œuvres sur le terrain. Voilà, il faut dire, par exemple, qu'un CD, par exemple, aujourd'hui, on est obligé de l'acheter en Europe et après faire la captation ici et la transcrire sur un CD, par exemple, compact disque. Alors qu'on devrait tout faire sur nous. Donc c'est déjà un problème à ce niveau. Et il y a aussi le fait qu'il y a un manque d'infrastructures. Il y a un manque de politique culturelle dans nos États. Parce que beaucoup d'États africains parlent de culture, mais n'ont pas une planification réelle. Parce que quand on parle de politique culturelle, on l'inscrit dans le développement global de la nation. Voilà. Ça veut dire que la culture, au même titre que l'exploitation pétrolière, oui, l'exploitation minière, est tenue, donc est prise en compte au même niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... On ne va pas dire que... Parce que déjà le Burkina, par exemple, qui n'a pas de matière première, se base sur la culture pour se développer. Voilà. Alors pourquoi pas des pays comme les nôtres qui ont d'abord des rentes, donc qui font partie des économies de rente, qui pourraient inscrire la culture en plus pour pouvoir diversifier ses rentrées financières. Voilà, donc il faut dire aux téléspectateurs que l'industrie culturelle peut contribuer au développement de l'économie d'un pays. Tout à fait, elle permet de la diversification de l'économie. Voilà. Voilà. Alors, manque-t-il de véritables capacités de production, de distribution, de diffusion pour qu'elle puisse enfin décoller, là, cette industrie? Mais déjà, il faut dire qu'il y a un problème de ressources humaines compétentes. Il faut encore former les hommes parce qu'en matière d'industrie culturelle, on ne se lance pas comme ça.
vous avez des personnes qui sont là sur le terrain, mais qui manquent d'éléments de formation. D'accord, d'expérience. Oui, l'expérience, non seulement parce qu'il faut comprendre d'abord le mécanisme. Vous voyez, on ne peut pas se dire qu'on est on parle de politique culturelle, on est acteur culturel si on n'a pas compris déjà les éléments qui vous protègent en tant qu'acteur culturel. Par exemple, il faut revenir au droit culturel. Un artiste qui ne connaît pas ses droits ne peut pas se défendre. Donc, il y a déjà ce problème chez nous en Afrique. Donc, vous avez des gens qui vont signer des contrats, qui parlent de production en matière de musique, par exemple, mais qui ne connaissent même pas comment vont être vendues leurs œuvres. Qui va les vendre et dans quel mécanisme ça va s'inscrire? Rien du tout. Ouais. Donc, il y a cette ignorance-là déjà aussi qui se pose. Voilà. Alors, vous l'avez si bien dit, il y a un manque d'infrastructures, il y a beaucoup de choses autour de cette thématique-là qu'il faut relever. Mais sinon, pourquoi les acteurs culturels africains, je vais généraliser, ne mènent pas ce sujet vers le politique et pouvoir se battre afin que tout puisse être mis en place et s'arranger? Mais il faut dire que c'est déjà en train d'être fait parce que depuis 2007, il y a une rencontre qui s'est tenue à Dakar où par exemple il y a une Arteria Network qui est un réseau continental qui œuvre pour la défense de cette économie créative-là, donc culturelle et créative, et qui organisait un cycle de conférences à travers les 4 régions d'Afrique. Donc ce cycle de conférences a pris fin en 2015, non, en 2008, en 2015. 2015. Donc elle s'est déplacée sur les 2 années, ça se fait sur toutes les 2 années, dans toutes les parties de l'Afrique, et on a pu aborder les thématiques qui n'ont jamais été abordées par les États. Donc, ce sont les acteurs culturels qui prenaient la parole et qui présentaient leur situation et allaient vers les autorités pour dire, voilà, nous avons nos réalités, vous avez vos réalités purement politiques dans vos bureaux et nous avons la réalité de terrain. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que le politique ne prenne pas véritablement en compte l'aspect culturel pour l'avancée il faut dire que ça dépend, c'est la volonté politique d'abord. Est-ce que nos États qui ont signé plusieurs accords au niveau international prennent compte d'abord de ce qu'ils signent comme accord? Vous avez des diplomates qui se limitent à leur monde de la diplomatie en oubliant que le terrain est différent. Parce que lorsqu'ils signent des accords, ils vont signer des conventions internationales, par exemple celle de 2005 dont vous faites allusion, parce que par rapport à la protection de l'identité et la promotion de l'identité culturelle. Donc, vous avez des diplomates qui signent, qui vont siéger, mais qui prennent des décisions, mais qui ne se rendent pas compte de l'application sur le terrain. Donc, l'applicabilité n'est pas prise en compte parce que c'est l'acteur culturel qui est pris en compte. Donc, d'où l'importance d'initier des dialogues inclusifs entre les acteurs culturels et l'État. Voilà, afin de pouvoir répondre réellement au développement des industries culturelles. Voilà, donc, sinon, quelle est véritablement l'importance d'une industrie culturelle? Peut-elle contribuer à la richesse nationale? Il faut dire que oui, parce que nous avons des preuves avec les États-Unis qui, à partir de leur cinéma, arrive à générer énormément de moyens avec les blockbusters, donc des grands films, des films à dimension vraiment qui permettent beaucoup de milliards. Donc, ça veut dire que si on parle de milliards, en termes de milliards pour la production d'un film, ça veut dire que ça va générer. On parlera également du cas de la musique. Hein. Voilà, le cas de la musique, voilà. C'est la même chose. Voilà, parce qu'on a aujourd'hui des grands groupes. Parce que dans les industries culturelles, il y a des grands groupes au niveau international. Vous avez par exemple Veolia, qui fait partie des grands groupes. Donc, on a je vais dire Vivendi, dont Veolia fait partie. Vous avez il y a des monstres comme ça qui sont là, mais qui investissent énormément d'argent parce qu'il y a des rentrées, il y a des emplois qui se créent à partir de là. Donc, on peut dire que c'est important. Voilà, bien que les États-Unis ne peuvent être comparables aux pays africains, mais est-ce qu'il y a quand même des pays africains qui arrivent à s'en sortir? Il faut dire que oui, parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui est déjà en train de monter, qui est un pays émergent, qui est en train de monter parmi les pays émergents. Donc, l'Afrique du Sud le fait. Et nous avons aussi des pays d'Afrique de l'Ouest qui font un effort, malgré le fait qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir développer, mais ils font un effort. Donc aujourd'hui, vous avez, en tant qu'opérateur culturel, par exemple en Afrique de l'Ouest, vous avez la possibilité d'acquérir des financements de l'État et d'avoir des infrastructures pour vous produire, alors que ce n'est pas encore le cas des pays d'Afrique centrale, généralement. Voilà. Alors, à votre avis, vu que vous êtes ingénieur en industrie culturelle et créative, vous êtes gabonais, je le précise. Alors, est-ce que nos industries culturelles ont la capacité de se confronter à l'international, surtout qu'ici, nos marchés ne sont pas protégés? Et voilà, déjà, il y a un problème de droit d'auteur qui pose problème parce que pour s'inscrire au niveau international, il faut qu'il y ait des droits d'auteur dans chaque pays. Exactement. Donc, il faut pas, parce que les œuvres circulent, elles vont de certains pays à d'autres. Donc, il faut bien qu'il y ait d'abord des droits d'auteur. Le Gabon doit s'arrimer à la norme internationale. Donc, pouvoir protéger les droits de ces acteurs qui viennent de l'international et du niveau national. Donc, pour pouvoir déjà s'inscrire au niveau international, il faut d'abord qu'il y ait des droits d'auteur.
Et par la suite, il faut qu'il y ait des accompagnements qui aillent dans le sens d'abord de permettre aux acteurs de produire des œuvres de qualité. Des œuvres de qualité, effectivement. Ouais. Donc l'État, comme je parlais de politique culturelle, doit nécessairement revenir à ce que j'avais dit. Je pourrais dire de revoir sa politique culturelle. Donc inscrire les 3 éléments fondamentaux de la politique culturelle, parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais les 3 éléments fondamentaux, ça veut dire la formation, les infrastructures et le financement. Voilà. Quelle est la place, sinon, des industries culturelles africaines sur leur propre marché et le marché international? Il faut dire qu'en termes de chiffres, je ne pourrais pas me lancer dedans, mais je vais par exemple prendre un exemple de l'étude qui a été menée par l'OIF au niveau national du Gabon, entre juste 2 villes, Pont-Gentil et Libreville. On a pu ressentir que cette économie qui était informelle générait 2 milliards. Vous voyez, ça veut dire que si on arrive à avoir des résultats qui nous produisent 2 milliards dans l'informel, imaginez qu'on arrive à faire le tour du Gabon et qu'on ressorte ça au niveau formel. Ça donnerait combien? Ah, j'imagine. Hein. Voilà. Alors sinon, quand on parle de nos industries culturelles en Afrique, comment peut-on, chez nous, à l'heure actuelle, évaluer la situation et la compétitivité de nos industries? Et déjà, il faut dire qu'il y a encore un autre élément qui manque en Afrique, ce sont les états de lieux. Certains pays ont fait l'effort de le faire, mais beaucoup de pays manquent encore d'état de lieux. Parce qu'avant de développer la culture, il faut d'abord comprendre les éléments que vous avez. Il faut d'abord connaître dans quel environnement vous évoluez. Quels sont vos atouts, quelles sont vos faiblesses. À partir de là, vous voyez comment inscrire votre développement dans ces éléments-là, en se disant, voilà, nos faiblesses sont ici, mais qu'est-ce qui sont nos atouts? On va essayer de nous inscrire dans ce sens en prenant les moyens que nous avons et pouvoir combler les manquements. Voilà. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, bien que l'accent est jeté un peu sur les autorités qui ont une part importante à jouer, est-ce que les acteurs culturels eux-mêmes aussi ne restent pas bras croisés pour ne pas pouvoir agir et faire avancer les choses? Il faut dire que les acteurs culturels ne peuvent s'inscrire que si l'État d'abord crée des conditions. Parce que quand on vous dit, est-ce que les acteurs culturels ne peuvent pas motiver de côté Ils le font déjà parce que vous avez quand même des produits qui existent sur le terrain. Vous avez des maisons d'édition qui sont là. Mais aujourd'hui, ces maisons d'édition ont besoin de moyens financiers. Elles ont besoin de distributeurs, quelqu'un qui prenne l'engagement de prendre leurs œuvres, acheter et aller les proposer sur l'étendue du territoire. Vous voyez, par exemple, il y a ce problème au niveau du Gabon. Il faut des bibliothèques. Donc, l'État a encore sa partition à jouer. Il ne faut pas dire que l'État n'a rien à faire. C'est d'abord l'État qui prend ses responsabilités et après les acteurs suivent. Parce que beaucoup d'acteurs font des efforts au Gabon. On ne va pas dire que rien n'est fait ou bien en Afrique. Des gens sont déjà sur le terrain, les gens se battent depuis des années. Alors il manque encore des hommes dans les ministères. Vous avez des ministères dans lesquels vous allez où les gars ne comprennent pas de quoi il s'agit quand on parle d'enjeux culturels. Ils ne connaissent pas les industries culturelles. Ils vous parlent de culture comme étant un divertissement, comme étant juste un passe-temps. Alors que c'est vraiment, on parle d'industrie, ça crée des emplois. Il y a des gens qui travaillent que pour ça, qui ne vivent que pour cela. Mais vous allez dans les ministères, très peu vous considèrent. Même quand je parle d'industrie culturelle, même au ministère même, il y a des gens qui me regardent comme si je sortais d'un film ou bien la Matrix, un truc comme ça. Mais, alors que quand on parle d'industrie, je suis déjà formé du domaine, je viens dans votre ministère, on parle d'industrie, vous devez comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc vous l'avez compris, chers téléspectateurs, il s'agit, comme problématique sur ce plateau, de l'importance des industries culturelles en Afrique. Et justement, M. Jean-Pierre Moudjalou, qui est ingénieur en industrie culturelle et créative, est notre invité pour nous entretenir là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a espoir, vous pensez, que le Gabon, dans ce sens, puisse décoller et puis... je veux dire qu'il y a l'espoir parce qu'il faut déjà parler que l'industrie, il faut revenir au fait que dans les industries culturelles, il y a même les chaînes de télévision qui font partie. Mais avec une chaîne comme Canal 7, comment ne pas dire que cela n'existe pas? Il y a de l'espoir. Tout comme le programme Culture 7 Lomag. Justement, voilà, donc il y a de l'espoir, les gens font des efforts, des structures se mettent en place, il y a des gens qui se sont inscrits, qui s'investissent à fond dedans. Maintenant, il manque juste l'accompagnement vraiment étatique. Il faut que l'État en fasse un réel élément de développement, qui se dise, nous on ne va plus compter que sur le pétrole, mais on va inscrire la culture comme étant un secteur prioritaire. Par exemple, dans les accords de coopération des pays européens et d'Afrique, le Gabon souffre de ce problème. Vous ne pouvez pas obtenir des financements avec certains pays parce que le Gabon n'a pas inscrit la culture comme étant un secteur prioritaire. Exactement. Et là, c'est dangereux.
C'est très dangereux pour les acteurs culturels. Donc, pour avoir même un visa pour aller dans ces pays, ils hésitent. Vous n'avez pas de statut d'artiste dans votre pays, vous n'existez pas, juridiquement. Vous n'avez pas d'accord entre le pays européen et le vôtre qui puisse vous donner la possibilité d'avoir accès à ces financements ou bien à bénéficier d'une formation. Donc, vous n'êtes pas éligible, vous restez là à tourner en rond. Voilà, vous regardez le programme Culture 7, le MAG. Alors, monsieur Jean-Pierre Moudjalou, sinon, s'il fallait lancer un message à l'endroit des acteurs culturels et aux autorités, ce serait lequel ce message? Mais il faut dire que les acteurs culturels doivent d'abord s'informer, se former et s'informer. Parce que très peu prennent la peine de se former. Voilà, donc vous avez par exemple des gens dans le milieu de la musique, des gens qui vous disent qu'ils lancent une œuvre, mais qui n'ont pas pris la peine de comprendre le mécanisme qui leur amène à une production réelle. Oui. La musique ne se fait pas juste parce qu'on a envie de faire la musique, mais il faut apprendre les bases quand on est artiste, par exemple. Il faut connaître la technique vocale. Vous ne pouvez pas chanter et chanter faux et puis vous dire, par exemple, voilà, je vends une œuvre. Non, il faut commencer par avoir l'esprit critique sur la qualité de ce qu'on propose. Oui. C'est déjà l'élément fondamental, donc, par exemple. Donc, déjà à ce niveau, j'observe, je regarde même en matière de cinéma. Vous avez dit qu'il y a différents types de cinéma, mais on a un cinéma parfois qui m'inquiète. Ça, je veux le dire, je ne veux pas... Pendant quel Gabon? Ben oui, sincèrement, il y a des produits cinématographiques que l'on propose qui, pour moi, sont inquiétants parce que ces produits ne respectent pas les normes. Déjà, dans même la façon de produire, le réalisateur fait tout. Il est omnipotent, omniprésent. Certains acteurs au Gabon disent qu'ils font avec les moyens de bord. Non, non. Même s'il n'y a pas de moyens, il faut impliquer des jeunes qui peuvent apprendre. Et leur dire, bon, pourtant, voilà. le Nigeria à côté... ça s'est passé comme ça à Lagos. Ça a donné, Non, ça s'est passé à Lagos. À Lagos, non. À Lagos, ils ont pris la peine de s'inscrire en disant, ben, on va aller avec des jeunes qui vont commencer, qui n'auront peut-être pas de salaire, mais les perdièmes, on ne peut pas dire que s'il ne faut pas payer des salaires, mais payer les perdièmes sur les tournages. Dit, bon, voilà, je fais un film, mais il faut d'abord prendre la peine de budgéter son film. Ce que beaucoup de réalisateurs ne font pas. Du coup, ils se retrouvent sur un terrain de production où ils improvisent à chaque fois. Mais comme je le disais, Nollywood pourtant a bien lancé là-dessus, a débuté avec des amateurs qui ont lancé des films. Non, amateurisme, c'est vrai, mais ils ont quand même pris la peine de dire, par là autour de moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans la production. Il y a des producteurs de films. Ce n'est pas le réalisateur qui est producteur de film. C'est lui qui calcule le budget, qui sait où on va, qui prend des autorisations pour des lieux de tournage. C'est un producteur. Oui. Ce n'est pas le réalisateur de le faire. Voilà. Donc, le réalisateur ne fait pas tout le cadrage seul. Il faut qu'il y ait une équipe qui l'accompagne pour le repérage sur le terrain. Mais ce n'est pas ce qui se fait chez nous encore. Peut-être par faute de moyens, mais nous pouvons déjà le faire même sans moyens. C'est d'impliquer les hommes. Il faut commencer par dire, bon voilà, moi j'ai un projet, j'ai pas de moyens, mais qui peut m'accompagner? Vous posez les questions, vous verrez des personnes autour de vous qui vont réagir. Voilà. Voilà, donc les industries culturelles peuvent prendre une part importante sur l'économie d'un pays, surtout en Afrique. Ça peut marcher, comme en Europe, en Occident, ça peut marcher en Afrique. On a espoir que nos autorités africaines puissent avoir un regard là-dessus et que les choses décollent enfin. C'est bien ça, monsieur Jean-Pierre Moudjalou? Tout à fait, elles vont décoller. Je pense que moi j'ai froid parce que je m'inscris, je me bats dessus pour cela au niveau national. Au niveau international, qui mène ce combat, j'ai froid. Voilà, c'est également la même chose avec le programme Culture 7, le MAG et Canal 7. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. Nous étions avec M. Jean-Pierre Moudjalou. Je rappelle qu'il est ingénieur en industrie culturelle et créative. Voilà, qui était notre invité pour ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans le cadre d'un tout autre numéro, très prochainement, sur les antennes de la télévision panafricaine Canal 7. À très bientôt. Surtout, restez câblés.